Bonjour. Donc, en fait, après ces 4 années d'interruption, merci. Vous m'entendez là ou pas? Moi, je ne m'entends pas du tout. C'est bon? Donc, après 4 années d'interruption au Covid, comme vous le savez, sinon nous serions à la 20e journée Mahfoud, que Dieu le garde. Sa femme Mahfoud est décédée en 2002. Et donc nous avions entamé en 2001, nous avions entamé la première journée en 2002. Nous serions normalement à la 20e journée Mahfoud, qui est au fait une journée qui a été consacrée à la dialyse. Du fait qu'on n'avait pas encore de programme de dialyse, si vous voulez, au niveau de la Société marocaine de néphrologie, et il fallait donc organiser une journée. Et avec nos collègues à ce moment-là de la Société de dialyse, francophone de dialyse dans le temps, on avait convenu de travailler ensemble entre la Société marocaine de néphrologie, l'Association des néphrologues du Maroc et la Société francophone de dialyse pour commémorer vraiment le souvenir de Al-Muttalib Mahfoud l'Arhmou, et en même temps de faire une journée consacrée à la dialyse, et donc avec l'intervention des uns et des autres, et couronnée également par des présentations donc de communication orale faites par nos résidents, avec un prix avec 3 prix, un premier prix, un deuxième, un troisième, et je vois ici quelques-uns qui sont déjà agrégés maintenant, qui avaient reçu le prix dans le temps, grâce à beaucoup d'abnégation de travail, et au fait à relever là, et il est temps qu'on parte nous, et qu'on leur laisse le champ libre. Donc là, cette journée, quand on avait discuté avec Tariq, qu'est-ce qu'on allait faire pour cette journée-là, donc le temps était venu, parce que j'avais demandé il y a maintenant presque 4 mois au président de la SMSM de mettre à jour les recommandations nationales. L'ANAM m'avait donné son accord à travers son médecin régulateur. Il m'a dit il n'y a aucun souci, par contre il me faut absolument l'accord de la Société marocaine des sciences médicales. Et il y a eu quelques quiproquos, ce qui fait qu'on n'a pas eu l'accord à temps, et ce n'est qu'il y a 3 semaines ou 4 semaines qu'on a eu cet accord-là, avec la demande donc de la mise à jour, parce que vous savez, la mise à jour nécessite quand même un financement, des accords préalables, régaliens, je dirais, etc. Et donc il a fallu avoir toutes ces autorisations pour mettre à jour. En même temps, j'avais demandé à quelques collègues qui n'étaient encore jeunes au moment où on a écrit les recommandations de se joindre au groupe de travail, et je suis très très content de les avoir parmi nous. Il y a Omar Moujoud, je ne le vois pas ici, mais il va certainement venir. Il y a Sehmed El Ayoud, il y a Rita Al-Berdei qui est là. Donc il y a du son neuf, donc avec probablement de nouvelles données, et ce serait très bien de challenger les uns et les autres pour vraiment mettre à jour ces recommandations qui sont importantes, d'autant plus que vous le savez, depuis maintenant la fin du mois de décembre, normalement tous les Marocains ont une prise en charge sociale, sont couverts par une société. Là je vous ai mis un petit peu ce qui s'est passé depuis les premières années. Donc à la loi 6500, on n'était que 16% de couverture sociale. Nous, quand on a commencé à faire de la dialyse dans les début des années 80, il n'y avait que 11% des Marocains qui avaient une prise en charge sociale par la CNOPS. Après, donc, il y a eu la CNSS qui a commencé à prendre en charge les gens jusqu'en 2005. Et donc, l'AMO est arrivé pour combler un certain nombre de vides et prendre 26% des Marocains. Il y a eu la généralisation du RAMED avec tout un process extrêmement important et très coûteux pour la nation, qui était la constitution du RAMED, qui normalement devait prendre entre 8 millions et 9 millions de Marocains en prise en charge en 2012. Et au fait, c'était 13 millions de Marocains qui s'étaient inscrits au RAMED. Il y a eu une intégration des autres catégories professionnelles, telles que les étudiants, quelques professions libérales, etc., dans le système, les uns par la CNOPS et les autres par l'AMO. Et donc en 2017, on est arrivé à 70% de la prise en charge sociale de tous les Marocains. Et après la directive de Sa Majesté, les choses se sont accélérées, et on est arrivé donc à la fin du mois de décembre à 100% de prise en charge sociale de tous les Marocains, ce
sur ces 100% de prise en charge sociale, donc de couverture sociale, il y a 4 millions qui sont pris en charge par l'État, donc par les données de l'État qui sont sponsorisées par l'État. Vous savez très bien qu'il y a des couacs encore, parce que c'est quand même très difficile à mettre en œuvre, et nous sommes l'un des rares pays en voie de développement, je dirais moi plutôt du tiers-monde, à avoir une couverture sociale à 100% de sa population. Alors le Maroc, en termes de dialyse et de prise en charge de dialyse, c'est ça. Actuellement, donc, il y a 401 centres de dialyse au Maroc, dans lesquels il y a 135 publics. Donc quelques-uns commencent à fermer, alors que le privé se développe de façon très très rapide. On est pratiquement actuellement à 280 centres privés qui sont répartis de façon assez équitable sur tout le Maroc du Nord. Par contre, dans le Maroc du Sud, il y a encore quelques soucis, dans Draa et dans Rachidia, etc. Vous voyez que le gap est très important entre le Nord et le Sud. Il est peut-être temps quand même qu'on fasse également peut-être des recommandations coercitives pour que les gens s'installent dans le Sud et qu'on ait un peu plus de prise en charge de nos malades dans les États du Sud, dans les provinces du Sud. Donc, jusqu'à fin décembre, dans le public, il y avait 8000 malades, 8047 malades qui étaient pris en charge dans le public. Depuis la mise à jour de l'AMO et la prise en charge par l'AMO, il y a une transhumance extrêmement importante et on estime qu'aujourd'hui, il y a pratiquement les 2/3 des malades de la santé publique qui étaient pris en charge, soit dans le système associatif, soit dans la santé publique, qui sont partis vers le privé, avec des prises en charge peut-être un peu plus adéquates, entre guillemets, mais en tous les cas, c'est ce que croient les malades. Et donc, il est temps peut-être qu'on challenge également le secteur public pour qu'il soit très compétitif. L'État investit énormément actuellement, c'est à coup de milliards de dollars de dirhams dans le système. Ils ont acheté des machines partout, ils ont fait des marchés partout, mais il n'y a pas de ressources humaines. Donc il y a un petit déséquilibre là-dessus. Et sur les 8000 malades qui étaient dans le public, il n'y a plus que de 2000 malades qui sont encore dans les hôpitaux. Tout le reste est parti dans le privé. Donc au total, nous avons maintenant 36 493 malades qui sont dialysés au Maroc. Donc ça fait quand même un chiffre énorme. Il n'y a jusqu'au jour d'aujourd'hui que 706 greffes malheureusement. Et quand on a fait les projections sur les 36 000 malades qui sont chez nous en dialyse, avec une moyenne d'âge de 53 ans, il y a 18 000 malades qui devraient être greffés chez nous. Donc vous voyez qu'on est largement loin du compte. Il n'y a que 250 à 260 malades qui sont en DP. Là, peut-être que la DP va avoir une autre page qui va s'ouvrir pour la DP grâce à Aziz Rizqawi et à Solidia qui vont commencer à nous faire du liquide sur place qui est 45% moins cher, 55% moins cher que le liquide que nous achetons chez Baxter et que nous payons extrêmement cher, en plus du transport, etc. etc. Donc, les poches de dialyse, que ce soit la dialyse à domicile, que ce soit la dialyse péritonéale, seront probablement faits dans les prochaines semaines chez nous et ça va probablement donner un coup de fouet normalement à l'ADP et je vous invite bien sûr à développer l'ADP. Ça encore dans les recommandations, c'est un des points forts qui me paraît être moi essentiel, de développer la dialyse à domicile. On en est capable, nous avons les moyens, il y a les petites machines, il y a tout, donc on peut faire des liquides sur place, par conséquent les coûts de la dialyse à domicile pourraient être moins chers. Mais en tous les cas, nos malades seraient peut-être, et beaucoup de nos malades, j'estimerais à 6 à 8% de nos malades qui pourraient être pris en charge chez eux et faire de la dialyse à domicile. Voici un petit peu de la prévalence, vous la connaissez, l'étude Marémar. Donc la prévalence de la maladie rénale chronique au Maroc est de 5,1%. Bien sûr, quand on passe chez les gens de plus de 55 ans, on rejoint les données de l'Europe et de l'hémisphère nord. Donc il y a 12% d'atteinte rénale. Par contre, comme nous avons une population jeune avec des pyramides des âges vraiment très pyramidales et plus de 75% des Marocains ont moins de 50 ans, donc il y a 5% en total corrigé. Quand on regarde sur ces totales corrigés, on va retrouver sur les gens qui sont à risque de développer une maladie rénale chronique nécessitant une mise en thérapie de remplacement rénal, il y a 1,4 million de Marocains qui nécessitent une prise en charge par le néphrologue, c'est-à-dire qui sont au stade 3A.
3B plutôt. Et donc sur ce malade-là, il y a des gens qui sont déjà avec des protéinuries importantes, etc., et qui sont à risque très très élevé. Et là, on les compte à pratiquement 270 000 malades qui devraient être pris en charge rapidement dans les prochaines années en thérapie de remplacement rénal. Et donc, c'est quand même un challenge extrêmement important qui nous attend en tant que néphrologue, mais également en tant qu'État, parce que ça coûte très très cher, vous le savez très bien, et donc il va falloir bien sûr réfléchir à faire une autre ALD que nous avions déjà proposée, qui a été acceptée par l'ANAM, c'est la LD 42, c'est-à-dire de la prévention. Traiter les malades au stade 3A, 3B et 4 avant d'arriver en dialyse pour faire quand même du traitement conservateur et essayer bien sûr de protéger au mieux nos malades avant qu'ils n'arrivent à ce stade-là. Et vous voyez ici, vous avez ici 174 000 malades qui sont déjà au stade 3B, qui devraient être pris en charge normalement par les néphrologues, et on est malheureusement loin du compte. Voici les données IRCT chez nous. Donc l'incidence est de 110 patients par million d'habitants. Il y a 4 200 malades qui arrivent chaque année en dialyse. Sur ces 4 malades, il y a une augmentation de la prévalence de 6% par an. Et parmi les incidents, vous voyez très bien, malheureusement, dans l'hémisphère sud, enfin dans la zone sud, on est à 32 à 40% de malades qui sont diabétiques, et les malades prévalents sont de 22 à 29% pour le diabète. Il y a moins de 1% de séroconversion. Nous n'avons pratiquement plus de séroconversion, ni de l'hépatite C, ni de l'hépatite B. Et tous les malades qui étaient HCV positifs ont été normalement traités, et nous avons une prévalence inférieure à 3% des gens qui sont positifs actuellement. Voici la moyenne d'âge dont je vous parlais. Vous voyez, on est à 74 ans en Europe, en France, etc. On est à 78 ans aux États-Unis et à 82 ans au Japon. Vous voyez, il y a 20 ans d'écart entre les malades que nous mettons en dialyse et les malades qui sont mis en dialyse dans l'hémisphère nord. Ce sont des malades qui sont jeunes, qui doivent travailler, qui sont productifs, qui ont des familles à nourrir, etc. Donc, vous montrer la difficulté qu'on a, qu'il faut absolument prendre en charge toute cette population. C'est la prévalence qui augmente de façon assez importante depuis plusieurs années. Vous savez, quand on a fait la première donnée, c'était en 2005, nous n'avions pas de... Je ne sais pas si vous voyez bien, moi je vois que c'est flou. Est-ce que la diapo est... Non, elle est floue. Vous pouvez mettre au point, s'il vous plaît. Et là, nous sommes actuellement à 1051 de prévalence, donc par million d'habitants. Donc nous sommes l'un des plus élevés en Afrique, et également nous sommes pratiquement même parmi les pays européens, nous sommes entre la Macédoine et la Croatie, etc. Donc dans ces eaux-là, nous sommes comme si on était dans les Balkans, quoi. Voici cette progression de l'offre en hémodialyse depuis qu'on a commencé la première dialyse en 1959 dans ce pays. Vous voyez qu'on est passé de quelques centres de dialyse dans les années 70, 2 centres de dialyse, à plusieurs centres, à 421 actuellement, avec 36 000 malades donc, qui sont pris en charge en dialyse. La progression, comme je vous disais tout à l'heure, quand on fait les projections à partir des études Maremar, si on n'arrête pas la progression, si on ne fait pas autre chose, nous allons avoir 1413 malades prévalents par million d'habitants en 2030, c'est-à-dire que nous aurons 48 930 malades qui seraient en dialyse en 2030, ce qui est extrêmement important. Il faudra à ce moment-là 650 centres de dialyse pour pouvoir traiter tous ces malades-là. Si on ne développe pas le reste, c'est-à-dire si on n'accélère pas la greffe, si on ne développe pas les méthodes à domicile et peut-être d'autres méthodes qui vont probablement venir, comme le WAC, comme le bioingénierie transplantable, etc. Le coût total de la prise en charge d'un malade en dialyse, vous voyez, elle a été faite de façon très... j'oublie mes mots. Donc, très analytique, voilà, de façon analytique. Et un malade dialysé nous coûte actuellement 115 520 dirhams par an. Vous voyez un petit peu les charges qui sont dues au coût direct de la dialyse, les coûts moyens du transport, le coût des médicaments, etc. Donc c'est 11 500 € si vous voulez, donc par malade. L'assurance maladie obligatoire a dépensé en 2020, c'est le dernier chiffre que nous avons, pratiquement 9,7 milliards pour sa dépense globale, mais dans ces dépenses globales, il y avait 54%, donc 0,6%, qui étaient dédiés aux ALD. Et dans ces ALD-là, la dialyse occupe 12%. Donc dans la dépense
ALD, la dialyse, occupe 12%, presque autant que, plus que la cardiologie, plus que la cancérologie, mais presque autant que l'hospitalisation en général. Donc c'est quand même un coût énorme qui malheureusement doit nous challenger également pour l'avenir. Donc dans les principales affections, vous voyez, quand on prend les ALD qui sont dans la nomenclature, la dialyse ici occupe pratiquement le tiers, donc 27,8% des dépenses ALD. C'est quand même également énorme par rapport à ce que l'État pourrait supporter ou le système social pourrait supporter probablement dans les prochaines années. Alors maintenant, la question fondamentale qui se pose, c'est comment maîtriser donc ces dépenses sans compromettre justement cet accès équitable que nous voulons donc, de tous nos malades à des soins de qualité. Là, il faut bien sûr diversifier les outils de régulation entre le ministère de la Santé, l'ANAM, le CNOM et toutes les sociétés savantes. Il faut bien sûr impliquer les médecins dans la régulation. Et ça, c'est un point qui me paraît extrêmement important parce que c'est le médecin qui est le dépenseur. C'est lui qui, par ses prescriptions, provoque des dépenses de santé. Donc il faut qu'il y ait une maîtrise médicalisée de ces dépenses de santé qui sont le fait de nous-mêmes, de nous, prescripteurs. Pour cela, il faut absolument une approche donc, médico-économique entre les médecins prescripteurs et les médecins régulateurs pour qu'il n'y ait pas de conflit. Donc, les médecins régulateurs sont garants du service rendu, donc par rapport à l'évolution par exemple d'un médicament, d'un traitement, par rapport à ce qu'il va rendre comme données, si vous voulez, pour la santé publique. Et nous, qui sommes ordonnateurs des dépenses, il faut qu'on ait une convergence, je dirais, de vues entre les régulateurs et nous-mêmes et qu'il n'y ait pas de conflit pour que les choses aillent dans le bon sens. Il y a également un deuxième volet dans cette approche médico-économique, c'est en fait la relation médecin-malade. Cette relation médecin-malade doit être établie sur la confiance et ce n'est pas sur autre chose. Et il y a une asymétrie de l'information extrêmement importante dans notre pays où les malades ne savent pas ce qu'ils ont, pourquoi on les soigne, qu'est-ce qu'on leur donne, etc. Donc là, il y a un effort énorme à faire dans l'éducation thérapeutique, dans l'information qu'on donne à nos malades, etc. Les malades viennent, ils sont dialysés ou pas dialysés, ils sont parfois pris en charge dans certains hôpitaux, dans certains services de dialyse, etc., même dans le privé, sans qu'ils sachent très très bien ce qu'ils ont, pourquoi on les soigne, etc. Donc il y a une asymétrie extrêmement importante entre l'information détenue par le médecin, qui détient le savoir, et le malade qui est soigné, qui consomme et qui ne sait pas ce qu'il a. Donc, dans ce cadre-là, c'est pour ça que les recommandations de bonne pratique médicale sont extrêmement importantes parce qu'ils vont nous permettre de jouer un rôle clé dans la régulation des dépenses de santé. Ce sont des référentiels qui vont, chaque maladie ou chaque symptôme ou chaque prescription doit correspondre à quelque chose, qui doit être donc régulé. Donc, ceci pour améliorer la qualité des soins. Donc, le savoir-faire et le savoir médical doit être approprié en fonction des ressources que nous avons. Et bien sûr, il faut, avec les RBPM, les référentiels, promouvoir des soins de qualité et une bonne pratique de soins. Dans cet objectif-là, c'est l'objectif de santé publique globale, quand on fait des référentiels comme ça, c'est au fait de ne pas avoir d'intervention inutile ou nuisible. Donc il faut absolument assurer la sécurité des patients. Ça, justement, dans le comité de lecture et les comités de régulation, quand ils regardent ça, ils vont mettre en équation cette sécurité du patient par rapport aux dépenses qui sont engendrées, par rapport aux prescriptions qui sont faites, et que c'est quelque chose qui est très important parce qu'il faut absolument qu'à chaque prescription, il y ait un service médical rendu équivalent pour une donnée. Ça, on le voit très bien malheureusement chez les oncologues, parfois encore pire chez les cardiologues, où l'interventionnel est tellement important. Le malade, quand il vient parce qu'il a un petit peu mal en épigastrique, il a une courbe, avant même qu'on lui fasse une numération formelle, etc. Je ne leur jette pas la pierre, mais c'est malheureusement des pratiques courantes chez nous et qui coûtent énormément à la santé publique. Donc, ces recommandations, ces référentiels ont un objectif formatif. Donc, ils vont vous aider à la décision médicale pour voir, voilà le référentiel, voilà tel malade, voilà ce que je dois faire. Et donc, il faut également, ça nous aide à pallier donc, à la formation médicale continue qui n'est pas encore institutionnalisée chez nous, malgré énormément d'efforts que font justement la SMSM et le CNOM. Mais pour l'instant, les médecins sont face au marketing des laboratoires qui parfois à coût de milliers de dollars font du marketing pour faire prescrire telle ou telle chose, etc. Alors que là, les recommandations doivent donner les bonnes réponses pour pouvoir être
un référentiel par rapport aux médecins qui n'a malheureusement pas le temps de se former et de continuer sa formation. Donc les enjeux sont très importants parce qu'ils sont d'ordre formatif. Ils ne sont pas normatifs, nous n'avons pas normalisé des études, quelque chose, une prescription. Non, ça c'est la fac va vous apprendre à faire tout ça. Par contre, les référentiels ont un intérêt formatif pour dire voilà, dans telle ou telle situation, ce qu'on doit faire. L'opposabilité est un élément extrêmement important qui, malheureusement, du fait de nos structures bureaucratiques héritées de nos amis français et compliquées par le tiers-mondisme, qui font que l'opposabilité des recommandations devient une sanction, alors que normalement c'est un moyen d'incitation à mieux faire plutôt que de sanction. La seule chose que savent faire maintenant, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on se rapproche encore mieux de l'ANAM et des médecins de l'ANAM pour éviter de mettre les patients en otage par rapport donc, aux sanctions, etc., de l'administration et aux prescriptions libres qu'on doit faire, mais qui doivent être conformes avec un service médical rendu équivalent. Ceci également nous permettra donc de faire évoluer nos pratiques médicales. Donc par rapport à qu'est-ce qu'on a prescrit, qu'est-ce qu'on a fait pour tel ou tel malade, on va regarder les référentiels, est-ce qu'on est dans les clous ou pas. Et donc ça c'est extrêmement important pour l'évaluation de nos pratiques de tous les jours. Bon, les conditions de succès sont extrêmement importantes. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut un climat de confiance, il faut qu'on aille vers les gens de l'ANAM, il faut qu'on bien sûr pour l'instant ce sont tous nos amis, on les connaît tous, on discute avec eux, on mange avec eux, etc. Et vraiment il y a un climat de confiance extrêmement intéressant entre nous et eux. Ce n'est pas la même chose par exemple par rapport aux oncologues, etc. Donc il faut qu'il y ait un climat de confiance qui est très important. Et il faut une mobilisation professionnelle, surtout du CNOM et de la représentativité. Il faut bien sûr des guides méthodologiques extrêmement importants avec des analyses critiques de la littérature, etc., pour avoir une crédibilité scientifique, que ces recommandations aient une crédibilité scientifique, et il faut qu'il y ait une large diffusion de ces recommandations qui n'a pas été fait malheureusement dans le premier jet en 2011. Bien sûr, ces recommandations, ces références doivent être validées scientifiquement, elles doivent être socialement acceptables, c'est-à-dire qu'ils doivent correspondre quand même à quelque chose qu'on vit. Je me rappelle la première fois quand j'avais présenté ces recommandations en 2008, il y a quelques jeunes collègues qui m'ont dit « Bon, il y a les Cadigo, pourquoi vous ne les faites pas ?» Les Cadigo, ils sont faits pour les Américains, pas pour moi. Moi, dans la brousse, il faut que je soigne mon malade de façon correcte. Donc, il faut absolument adapter les recommandations, bien sûr, avec une valeur scientifique forte, à une réalité du terrain, à une culture, à des données, à des moyens, etc. Donc, il n'est pas du tout possible d'aller traduire ou d'implémenter les Cadigo ou autres recommandations dans notre pays. Bien sûr, il faut qu'il soit économiquement viable. Ça ne sert à rien de prescrire le Mimpara parce que Pablo est là, alors que le Mimpara coûte 2000 dirhams, qu'il est mal toléré, personne ne le prend. Donc ça ne sert à rien de faire des dépenses inutiles. Tu nous donneras d'autres solutions, s'il te plaît. Voici maintenant le processus méthodologique. Donc il faut un cadre réglementaire, ça, je ne vais pas revenir là-dessus, le groupe de travail. Le groupe de travail a fait de la recherche bibliographique, il y a eu un groupe de lecture validé par un groupe scientifique avec une procédure de mise à jour dans laquelle donc, on est aujourd'hui. Et bien sûr, il y a le problème du financement de tout cela, ces réunions, ces données bibliographiques, etc. Pour l'instant, c'est toujours la Société marocaine de néphrologie qui a supporté ce financement. Quelques-uns de nos collègues ont été rémunérés par l'ANAM. Moi, personnellement, je n'ai pas accepté pour ne pas avoir de conflit d'intérêts, mais la rémunération de l'ANAM était absolument nulle par rapport à tout le travail qui a été fourni et toute cette recherche bibliographique, toutes ces dépenses qui ont été faites, qui ont été, dans le temps, donc, supportées par la SMN. Donc, le développement de ces, comme j'ai dit tout à l'heure, sont dans un contexte. Il faut bien sûr assurer une meilleure qualité de vie de nos malades qui sont dialysés, faire baisser la comorbidité et la mortalité. Il faut bien sûr avoir à l'esprit, je vous ai dit, la moyenne de nos malades, la moyenne d'âge c'est 53 ans, il faut qu'il y ait une insertion, une qualité de vie avec une insertion professionnelle très importante de nos malades, leur permettre donc de subvenir à leur famille. Et bien sûr, il faut donc élaborer, implémenter, etc., ces recommandations. L'analyse, elle est faite comme ça, donc ça, je passe dessus. Il y a eu une validation par deux commissions, la commission scientifique et
comité de lecture et le comité de coordination. Donc une fois que ces référentiels seront mis à jour, donc le financement, je l'ai dit, donc par la Société marocaine de néphrologie. Jusqu'à maintenant, les recommandations que nous avions pondues en 2011 contenues 126 pages, donc vous voyez, très restreint, facile à lire, il n'y a pas de souci, 4 rubriques, il y avait 50 recommandations, sur lesquelles il y avait bien sûr la première recommandation, c'est la définition de la maladie rénale chronique, il y avait le diagnostic de 2 à 12 recommandations, thérapeutiques, volet extrêmement important, de 13 à 44, et prévention et l'hygiène, de 45 à 50. Donc ça, bien sûr, ça peut évoluer, faire évoluer actuellement cet état de choses. Voilà, et je vous remercie tous les amis qui nous ont toujours été ici. Et donc je voulais dire bienvenue aux jeunes qui nous rejoignent, donc à Ahmed El Ayoud, à Omar Moujoud, à Rita Berdé, qui ont bien accepté de faire partie du groupe de travail pour travailler de façon d'arrache-pied maintenant, pour mettre à jour ces recommandations. Et merci.